Mais je suis Oui, pro-travail. Dans ce cas-là, d'accord. on se prend en main, on ne se victimise pas, on arrête d'être toujours dans cette logique où l'État doit intervenir parce qu'on n'a pas l'ambition. C'est un manque d'ambition. Dans ce cas-là, on se bouge, on se remue et on prend un travail qui nous plaît. Non, parce que c'est pas Non, forcément c'est pas ça. le fait de faire un travail qui ne plaît pas, c'est tout simplement de dire que le travail n'est plus le moteur de Alors notre dans ce vie. cas-là, ça va être très simple. Ils vont se foutre à la campagne, ils vont créer leur potager, ils vont faire de la full autonomie, puis on ne demande rien à personne. Mais dans ce cas-là, il ne faudra pas venir pleurer. Moi, mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Et ça, c'est une évidence. Je pense que les gens ne font rien. Donc après, je vais encore me faire taper dessus parce que je dis que les gens sont des glandus. En fait, ce sujet nous amène à une question et à un concept très important, car finalement, c'est un mythe qui a la peau dure, c'est la fameuse méritocratie. Est-ce que ça existe pour vous? Là, vous me cherchez dans mes... Un peu. c'est mes grands classiques. Je dirais, c'est mes singles. En amont, je l'ai toujours dit, je crois que c'est la notion de mérite même qu'il faut interroger. Voilà. La méritocratie repose déjà sur un postulat, à savoir qu'il y a du mérite. Il y a des méritants, il y a des gens qui méritent. Ça, c'est ça que je déconstruis, moi. Et donc, à partir du moment où vous sapez la base de l'édifice, l'édifice lui-même, il saute, quoi. Mais en admettant, pour varier un peu mon discours ou pour l'étoffer un petit peu, en admettant qu'il y ait des gens vraiment méritants, voilà. En admettant que nous soyons véritablement responsables de notre destin social, que nous soyons des individus doués de liberté, et donc tout ce qui nous arrive dans la vie, on le doit à notre talent, à notre initiative, voilà, c'est une espèce comme ça de mythologie libérale. Admettons, je veux bien, tiens, soyons libéral pendant 2 minutes, comme ça, et postulons, admettons le postulat libéral de la responsabilité individuelle de ce qui nous arrive de bien et de ce qui nous arrive de mal. Mais ça reviendrait un petit peu à ce que je disais sur le règne animal. Pourquoi faudrait-il absolument construire ou répartir les richesses, par exemple, ou organiser notre système social, notre communauté, en fonction de cette donne-là? Moi, je pourrais très très bien affirmer l'inverse. Je pourrais très bien dire que Truc est très intelligent, Truc est très méritant, Truc a une capacité de travail extraordinaire, admirable, ce qui fait que vraiment, il est arrivé à un point d'excellence par ses propres moyens, par sa propre force. Le système actuel fait que ce truc-là, ce monsieur truc, du coup, le système va le récompenser, va le gratifier, va lui donner un bon salaire, va lui donner une bonne situation et tout ce qui en découle. Par exemple, s'il a fait les bonnes études, s'il a bien travaillé, s'il a bien bûché. Mais moi, je pourrais tout à fait décréter que maintenant, nous allons faire l'inverse. Nous allons identifier dans le corps social des gens qui vraiment n'ont pas de compétences, n'ont pas de capacité. C'est vraiment des nuls, quoi. C'est un petit peu comme les bourgeois les voient, hein. Parce que le bourgeois, fondamentalement, le libéral voit dans le déclassé social quelqu'un qui a mérité son sort, qui est un faible, en fait. Il n'a pas de talent, il est con, il est bête, voilà, donc il est là où son incapacité l'a mis. Oui, mais moi, je décrète au contraire. Je décrète presque chrétiennement. Les premiers seront les derniers, ou les derniers seront les premiers. Je décrète que précisément, les gens qui n'ont pas été aidés par la nature, les pauvres, ils n'ont pas de talent, quoi. Ils ne savent pas parler, ils n'ont pas de cerveau, ils sont bêtes, ils sont incapables de s'occuper bien d'eux-mêmes, ils n'ont aucune lucidité. Eh bien, au contraire, nous allons les aider. Il se trouve que, par exemple, c'est un peu ce qu'on fait avec le handicap. Vous voyez ? Et personne ne va contre ça, à part des darwiniens ou des libéraux fascistes, quoi, qui seraient pour que vraiment on se débarrasse définitivement des éléments faibles d'une société, quoi, et qu'on arrête d'aider. Mais genre, nous sommes tous d'accord pour dire que quelqu'un qui a manifestement une faiblesse, un handicap, ça porte bien son nom, eh bien, la société doit faire un effort particulier à son endroit pour pouvoir le remettre à égalité, pour pouvoir faire qu'il ait une vie à peu près décente. Nous sommes assez d'accord avec ça, encore une fois, sauf quelques fous furieux. Moi, je pense que on pourrait très très bien penser notre système social de cette façon-là. Je veux dire, la communauté aiderait particulièrement les plus faibles d'entre nous, les plus incapables, les plus démunis, ceux que la nature n'a pas dotés d'un cerveau aussi bien fait que celui d'Emmanuel Macron. C'est une présentation originale que vous ne faites pas très, très souvent, mais dans cet aspect méritocratie, ce qu'ont souvent, dire la bourgeoisie moyenne, quoi, les gens qui ont fait des, par exemple, de grandes écoles, ce genre de choses, qui vont en effet derrière assez souvent dans les rangs macronistes, se disent aussi, mais je le mérite parce que j'ai beaucoup travaillé à l'école,
etc., etc. Je ne l'ai pas volé quand même. Comment on déconstruit ça? J'avoue, ça m'intéresse aussi de vous entendre sur ce point-là. Bon, moi, j'ai toujours 2 étages à la fusée de cet élément-là de déconstruction. Le premier étage, c'est évidemment de faire du bourdieusisme de base. Voilà. À savoir, tu t'attribues à toi-même des qualités qui étaient d'abord... Enfin, je veux dire, tu t'imputes à toi-même ta réussite sociale, alors que cette réussite sociale a été très très largement aidée, soutenue, supportée, intensifiée par les conditions sociales dans lesquelles tu as eu la chance de naître. Premier étage de la fusée, simple. Il se trouve encore des gens pour nier ce genre de choses, mais ça, alors là, moi, je ne peux plus rien pour eux, quoi. S'ils n'ont pas compris qu'il était quand même beaucoup plus facilitant de naître parmi la classe dominante ou parmi, par exemple, une famille d'enseignants, comme ça a été mon cas pour réussir à l'école, c'est que ces gens-là sont aveugles. Et on retrouverait leur rapport un peu déglingué à la réalité. Bon, ceci étant posé, ceci étant, j'espère, admis, il faut mettre en œuvre une deuxième clé de déconstruction, un deuxième axe de déconstruction. Je l'ai souvent dit, moi prenons mon cas. Je suis fils d'un stit, devenu prof de collège tous les deux, et mon père devenu principal au cours de la carrière. Je dis bien un stit parce que ça situe mieux socialement là où je me suis trouvé. Eux-mêmes issus plutôt des classes populaires. Je passe là-dessus. Moi, j'arrive, génération normale, fils de prof. Évidemment, je suis bon à l'école. Évidemment, je suis une machine à gagner la compétition scolaire. Donc moi, j'ai été particulièrement aidé dans ma réussite scolaire. Enfin, j'étais pratiquement programmé pour ça et j'ai réalisé mon programme. Alors après, j'ai constaté chez moi, je le constate encore maintenant, ce qu'on appelle une grosse capacité de travail. Alors là, on pourrait dire, tiens, mérite personnel quand même, parce que par rapport à ma sœur, par exemple, qui a un conditionnement égal, ne développait pas la même capacité de travail, notamment à l'école, ce qui fait qu'elle a eu un parcours scolaire plus difficile que le mien. Alors moi, j'ai quand même mon petit mérite personnel, quoi. Ça, c'est pas conditionné, parce que moi, quand même, j'ai bossé, quoi. Moi, c'est vrai que j'étais capable de bûcher 5 heures sur une révision de contrôle de maths, et quand même, j'ai sacrifié pas mal d'après-midi où j'aurais pu aller déconner avec mes copains, aller jouer au foot ou aller jouer au flipper à l'époque, pour réviser des maths, du français, de l'histoire géo, des choses comme ça. Et donc là, quand même, le mérite revient, quoi. Oui, mais ce que j'interroge à ce moment-là, c'est d'où me vient cette capacité de travail? Et dois-je m'honorer de ma capacité de travail qui m'a été donnée par quoi? Qu'est-ce qui a fait que j'ai une capacité de travail? Alors c'est là que le mérite devient un concept métaphysiquement creux. C'est-à-dire que là, on passe à un autre ordre d'analyse, si vous voulez. C'est que moi, la capacité de travail, je ne sais pas, d'ailleurs, je pense que la capacité de travail que j'avais était pavée de choses tout à fait discutables et obscures. Je pense que ma capacité de travail que je développais comme élève avait beaucoup à voir avec mon esprit concurrentiel. J'étais premier de la classe, je voulais le rester. Je m'honorais de l'être. Je voulais un peu écraser la concurrence. Donc tout ça n'est pas très très joli. Et je pense qu'il y aurait autant de raisons pour la société de m'en blâmer que de m'en récompenser. Donc bon, décidément, on ne peut pas orchestrer ou décider ou découper le partage des richesses dans une société à partir de ce genre de concept. Ça n'est pas possible. Ça se liquéfie sur place. Mais pour vous, ça veut dire aussi qu'on est à 100% déterminé? Enfin, est-ce que la volonté, ça existe dans ce cas-là, au point de vue sociologique, mais aussi peut-être philosophique? C'est bien que là, on monte un peu en philosophie. Donc, à la fois, je vais pouvoir y aller un peu, mais on va très très vite voir mes limites dans le domaine. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que oui, je crois que fondamentalement, mais ça c'est mon côté un peu lecteur de Pascal, ou lecteur des jansénistes, lecteur des moralistes qui sont absolument implacables et intransigeants sur toute vanité humaine. Ça, j'ai beaucoup lu ça et je continue à beaucoup les lire, et d'autres qu'eux, qui sont un petit peu dans la même lignée. Et je crois qu'il n'y a pas de volonté humaine. Je crois qu'il n'y a pas de liberté humaine. Nous sommes effectivement absolument déterminés. D'ailleurs, je pense que philosophiquement, et pour être tout à fait conséquent, le déterminisme est absolu ou n'est pas. Dès lors que vous injectez dans une topographie globalement déterministe un peu de liberté individuelle, de responsabilité, en fait, c'est toutes les déterminations qui explosent. Donc le déterminisme sera intégral ou ne sera pas. Mais, ce qu'il faut toujours bien préciser, c'est que nous sommes des créatures intégralement déterminées, mais par des déterminations complexes. C'est-à-dire que le système de détermination qui nous fait est extrêmement sophistiqué, à l'image des créatures que nous sommes. Et donc ça peut produire des singularités.
C'est-à-dire que pour faire l'histoire du petit Bégodeau et tel qu'il est devenu, eh ben, il y aurait un peu ce que j'ai dit, fils de prof, issu un peu de la paysannerie, la Vendée, tout ça, et puis aussi, tiens, le punk rock à 15 ans, et puis, tiens, le football, pourquoi pas, et puis peut-être aussi son corps, et puis peut-être son foie. Et je suis aussi tout à fait déterminé par mon corps. Je veux dire, j'ai des capacités corporelles, d'ailleurs limitées, mais qui sont tout à fait déterminées, dont je suis, que je n'ai pas pu inverser, que je n'ai pas pu infléchir. Donc, c'est tout ça qui fait un homme ou une femme, qui fait un être, et qui peut constituer des individualités tout à fait singulières. Donc je pense que les gens qui paniquent devant l'hypothèse du déterminisme intégral comme quelque chose qui abolirait la spécificité individuelle doivent se rassurer. Nous avons des déterminismes tellement sophistiqués qu'ils produisent immanquablement des singularités. Et il n'y a qu'à voir d'ailleurs les individus. Nous sommes tous déterminés, mais nous sommes tous individués.